L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. La phrase est de Karl Marx. Philosophe, économiste, sociologue, adulé, détesté, ignoré, Karl Marx mérite décidément qu'on s'y attarde. Salut, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Karl Marx. Marx est né à Trèves en 1818, il est mort à Londres en 1883. Il a développé une réflexion sur le travail, sur le capitalisme, sur la lutte des classes et sur bien d'autres sujets encore. Son analyse est à l'origine d'un débat qui s'est développé, enrichi, complexifié au fil du temps et qui dure maintenant depuis presque 2 siècles. Alors commençons par définir les choses. Le capitalisme est un mode de production. Marx définit un mode de production par la combinaison de 2 éléments, les forces productives et les rapports de production. Les forces productives, c'est l'ensemble des ressources matérielles, c'est-à-dire les matières premières ou les machines, et les ressources humaines, c'est-à-dire la main-d'œuvre, caractérisées à la fois par le nombre de travailleurs et par leur qualification. Les rapports de production ou rapports de propriété désignent quant à eux l'organisation des relations entre les hommes dans la mise en œuvre et l'exploitation des forces productives. Marx distingue 4 grandes formes d'organisation des rapports de production: l'esclavagisme, le servage, le fermage et le salariat. Dans le mode de production capitaliste, les forces productives sont possédées par des propriétaires privés qui les mettent en valeur en fonction de leurs intérêts. Pour ça, ils achètent la force de travail des prolétaires, c'est-à-dire leur capacité physique et intellectuelle à travailler. Les prolétaires sont la masse des travailleurs juridiquement libres, mais de fait obligés de travailler pour vivre, c'est-à-dire de vendre leur seule richesse, leur force de travail. Entre la bourgeoisie capitaliste propriétaire des moyens de production et le prolétariat se nouent 2 types de relations sociales, une relation d'exploitation et une relation de domination. Ces 2 types de relations sont différents, mais sont évidemment complémentaires. L'exploitation consiste pour une classe sociale, ici les capitalistes, à s'approprier une partie de la richesse produite par une autre classe sociale, en l'occurrence ici les prolétaires. Pour faire sa démonstration, Marx s'appuie sur la théorie de la valeur travail, développée quelques dizaines d'années avant lui par des économistes classiques, comme par exemple et en particulier David Ricardo. Pour Ricardo, la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. À partir de ce postulat simple, qui sera d'ailleurs abandonné ensuite par les économistes classiques, Marx déduit que, puisque le travail est le seul créateur de richesse, les prolétaires devraient percevoir la totalité de la valeur créée. Or, les capitalistes se sont attribués une partie du profit. Soit directement, c'est la part du profit distribué aux propriétaires des entreprises, soit indirectement, c'est la part du profit destinée à entretenir et à développer leur entreprise. Pour Karl Marx, cette exploitation est à l'origine de la pauvreté et de la précarité des prolétaires. La domination, c'est-à-dire la capacité à maintenir par la violence une situation inégale et injuste, est indispensable à la poursuite de la relation d'exploitation. Contrairement à Hegel, qui voyait dans l'État l'incarnation de la rationalité, Marx, lui, estime que celui-ci, l'État, est un instrument de domination d'une classe sur une autre. De fait, au moment où Marx écrit, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, les droits des ouvriers sont particulièrement restreints et leurs révoltes sont la plupart du temps réprimées avec beaucoup de violence. Marx définit une classe sociale à partir de 3 critères, ce qui lui permet de distinguer les classes en soi et les classes pour soi. Je vous propose de rentrer dans le détail. Une classe est d'abord définie par sa place dans les rapports de production. Marx oppose alors d'un côté la classe propriétaire des moyens de production, les capitalistes, et de l'autre celle qui ne possède que sa force de travail et qui est donc obligée de travailler, le prolétariat. Ce seul critère permet de définir objectivement une classe sociale. C'est ce que Marx appelle la classe en soi. Le deuxième critère utilisé par Marx pour définir une classe sociale, c'est sa conscience de classe. La conscience de classe, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe ayant des intérêts communs du fait de sa place dans les rapports de production, comme la conscience ouvrière par exemple. Marx parle alors de classe pour soi. Mais l'apparition d'une conscience de classe n'a absolument rien d'automatique. Une classe peut très bien exister objectivement, mais ne pas avoir conscience d'elle-même et de sa place dans les rapports de production. Marx donne comme exemple de classe en soi les agriculteurs français du milieu du XIXe siècle. Il ne constitue pas pour autant une classe pour soi. Il est plus facile et plus compréhensible d'attribuer une situation sociale défavorisée
à la fatalité, à la malchance, aux aléas de la météo ou éventuellement aux étrangers, bien plus qu'à la logique du capitalisme. C'est au mouvement syndical et politique que revient la tâche de diffuser la conscience de classe et donc de faire advenir les classes pour soi. Une classe est aussi définie par les rapports conflictuels qu'elle entretient avec les autres classes, la célèbre lutte des classes. Dans le mode de production capitaliste, le prolétariat commence par défendre ses intérêts économiques avec l'aide des syndicats avant de poser les problèmes en termes politiques. Marx présente la Révolution comme le moment indispensable de renversement du capitalisme. Dans ses ouvrages historiques et politiques, comme par exemple Les luttes des classes en France ou le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx distingue jusqu'à 7 et même parfois 8 classes ou fractions de classes. On retrouve la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie financière, la bourgeoisie commerciale, la petite bourgeoisie, les petits paysans, la bureaucratie, le prolétariat et pour finir le sous-prolétariat qui lui est composé des personnes en marge du système productif. Alors évidemment, toutes ces classes n'ont pas la même importance dans le fonctionnement du système productif, alors même que les petits paysans sont majoritaires en France à l'époque où Marx écrit, il estime qu'il n'explique qu'à la marge le fonctionnement de la société. En fait, l'essentiel se passe entre la bourgeoisie et le prolétariat, d'autant que la concentration économique inhérente au fonctionnement du capitalisme oblige des petits paysans, commerçants et artisans ruinés et leurs enfants à devenir ouvriers. En fait, Marx prévoit une bipolarisation de la société avec d'un côté un prolétariat de plus en plus nombreux et toujours aussi misérable, et de l'autre côté, une bourgeoisie peu nombreuse mais toujours plus riche. Alors qu'est-ce qui reste de Marx aujourd'hui ? Eh bien, depuis la publication du manifeste du Parti communiste en 1848, le capitalisme a conquis la planète et il s'est beaucoup transformé. Et notamment d'ailleurs en partie pour répondre aux problèmes soulevés par Marx lui-même. Avec le recul, il est évidemment assez facile aujourd'hui de contester certains des présupposés de Marx. On peut lister ses erreurs de prédiction, on peut souligner la complexification des relations sociales qu'il n'avait pas prévues. Il n'en reste pas moins qu'il a eu le mérite de souligner l'importance de la place occupée par un individu dans la division du travail comme facteur explicatif des situations et des actions sociales. Le concept de classe sociale sert au moins à ça, et le mérite initial en revient à Marx. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire Marx. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un prochain thème de la sociologie ou de l'anthropologie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!